Merci à Armando et à Laurent pour l'accueil que vous m'avez délivré ce matin, ainsi qu'à Laurent et le club de Villers et Nancy, où j'ai pris énormément de plaisir à regarder ces gamins jouer au rugby, pratiquer le rugby, avec beaucoup d'éducateurs. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que là, pour une fois, c'est la première fois que je vois les chasubles, où on identifie réellement les éducateurs. Je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'effectivement, souvent, quand tu vas dans des entraînements, où tu as des adultes au milieu, tu ne sais pas en réalité qu'il y a le vrai, qui commande, etc. Je trouve que ça apporte beaucoup de clarté. Donc, vous dire le plaisir, comme je disais tout à l'heure, qui est le mien d'être parmi vous, parce que Armando dit souvent, les élus ne viennent pas souvent, pas assez souvent, dans la région Grand Est. Moi, je peux vous garantir que je vais partout. Et c'est avec réel plaisir que je suis ici, parce que je suis convaincu, et je le disais durant ma campagne, qu'il y a des territoires, la Bretagne, le Nord, Grand Est, où il faut, j'allais dire le centre un peu moins, mais où il faut vraiment mettre des moyens pour développer le rugby. Ils ont moins besoin de nous en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine ou en région PACA, parce qu'il y a, je le disais tout à l'heure, des grosses locomotives qui sont les clubs de top 14 ou les clubs de Pro D2 qui donnent envie aux gamins de jouer au rugby. Et donc effectivement, on a beaucoup moins besoin de faire connaître notre sport, d'initier, de recruter dans nos écoles de rugby. Ça se fait assez naturellement, je dirais. Et c'est pour cette raison que même dans la voiture, j'en discutais avec Laurent tout à l'heure, je vais vous parler de la mise en place des CTC. Moi, je suis convaincu que dans le deuxième G, permettez-moi l'expression, c'est-à-dire une fois qu'on aura regardé un petit peu comment ça se passe, je suis pratiquement certain qu'ici, il en faudra plus de CTC, pour des raisons de distance, de kilomètres, etc. etc. Mais, il n'y avait rien. On embauche 192 personnes, 10 millions d'euros par an, définitivement, c'est pas rien ce que l'on met en place. Donc, que certains territoires disent Bernard, on aimerait bien en avoir 3, 4, 5, 6 de plus, je veux bien l'accepter, j'arrive pas à me rendre compte, encore une fois. Mais si le constat au bout de 3, 4 ans, c'est qu'effectivement il y en a plus, il y en aura plus. J'ai envie de dire, on n'est pas à 4 ou 5 emplois près, il y en a 192 qui sont établis. Et pourquoi je dis on n'est pas à 4 ou 5 emplois près? C'est que vous comprenez bien que pour financer ces emplois, ces CTC, j'ai été chercher l'argent dans le monde professionnel, je vous l'avais dit, et on l'a fait. Il faut que vous sachiez qu'avant, il y avait une convention jusqu'au 30 juin de cette année. La Fédération française de rugby donnait 700 000 € à la Ligue professionnelle. C'est inadmissible. C'était inadmissible. La nouvelle convention depuis le 1er juillet, c'est que la Ligue nationale de rugby donne à la Fédération française de rugby 5 millions d'euros par an. Voilà, ça fait un gap de 5-7. Hein. Alors vous comprenez que pour avoir été chercher ces 5 millions, pendant un an, ça a été la guerre. Il a fallu leur dire, il n'y aura plus de ligue. Je vais gérer le monde professionnel, etc. Au début, ils ne croyaient pas, puis après, ils ont dit, il y a vraiment con, on va le faire. Donc, il vaut mieux qu'on négocie et qu'on tombe d'accord. Voilà. Mais c'est tellement logique. C'est vous qui formez les clubs, les joueurs, donc c'est eux qui vont bénéficier du club professionnel, et tant mieux. Et eux, ils ne perdent pas la formation. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et le jour, c'est marrant parce que la dernière finale du top 14, j'avais le président de la République à côté de moi, bien sûr. Et à un moment donné, quand il m'a dit, alors c'est quoi les grandes réformes de Bernard qu'on mettait en place, je lui ai dit, celle-là, on crée 192 emplois. Il m'a regardé, il a dit 192 emplois. Mais des CDD, non, monsieur le président, des CDI. Monsieur va rentrer, il sera à vie à la fédération. Ben, comment vous faites? Je lui ai expliqué. C'est les droits de TV qui vont payer une partie de la formation. On est allé chercher un sponsor maillot. Voilà. Le sponsor maillot, c'est 6 millions d'euros par an. Donc, je sais que personne n'a voulu le sponsor maillot. Moi, je veux bien, je ne le donne pas. Mais alors, allez chercher l'argent, donnez-moi-le. Voilà. Et pourquoi je dis qu'il pourrait y avoir d'autres CDC? C'est que vous comprenez bien qu'à la nouvelle renégociation de la Ligue, qui sera en 2023, j'espère, du fond du cœur, que les droits télé qui sont aujourd'hui à 93 millions, 96, je crois que c'est 93, j'espère qu'ils passeront à 120. Si le spectacle est beau, s'il y a vraiment des gens qui regardent, les droits télé, ils doivent monter. Et je peux vous garantir que sur le gap de 93 à 120, je vais demander une participation, encore une fois, pour la formation, ce qui est logique. Et même si c'est 10%, ça fera pratiquement 3 millions d'euros de plus. Donc, je ne suis pas inquiet quant à la pérennisation, et surtout quand on fait de dire qu'il y aura plus de cadres techniques que de clubs. Moi, ce que je veux, c'est que ça marche. Moi, si demain on me dit il n'y en a pas assez, on en mettra. Moi, je veux que ça marche. On n'est pas là pour se faire plaisir en disant on a mis dans la formation. Non. Aujourd'hui, il y a, Armando va pas me dire, 9300 licenciés, je crois, dans les Açores. C'est ça? Bon. 8600. Bon, 8600. Et moi, j'ai envie que au bout de 5 ans, il y ait 10 000. Donc, autrement, ça veut dire que ça ne fonctionne pas.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Ici, il me dit, mais même on va s'assembler plus parce qu'il y aura 12 000, on en mettra 5 000 plus. C'est ça l'objectif. On va regarder, on va analyser, on va évaluer la réforme qu'on a mise en place. C'est logique. Et là, je le répète, il en fera plus, on en mettra plus. Ça, c'est une... Voilà. On va surtout passer question réponse. Je voudrais juste vous donner un élément sur la Coupe du Monde 2023, parce que c'est notre Coupe du Monde. Et donc, on a reçu World Rugby il y a maintenant 2 mois, je crois. Ils sont venus faire un petit peu... pas l'état des lieux, mais bon, on en était, comment ça avançait, etc. Bon, je peux vous rassurer qu'ils nous ont donné le label 5 étoiles. Ils ont dit, et là je remercie Claude Atier, parce que c'est pas moi qui m'en occupe, Claude Atier et ses équipes, parce que World Rugby, dont je suis élu, ils m'ont dit que Bernard, c'est la première fois qu'une Coupe du Monde est aussi avancée à 5 ans de l'échéance. Donc voilà, donc on est vraiment, on avance très très bien, tout se structure très très bien, on a beaucoup de partenaires qui nous rejoignent. Ça c'est une bonne chose. Moi, je crois qu'on est bien placé, c'est-à-dire qu'on est 2023, il y a les Jeux Olympiques derrière, mais les Jeux Olympiques sont tellement chers qu'il y a des partenaires qui disent, mais finalement, c'est peut-être mieux d'aller sur 2023, et puis 2023, c'est tout le territoire, c'est pas que Paris. C'est 9 villes, 9 régions. Donc ça, c'est quand même pas rien pour un partenaire. Voilà, donc je peux vous garantir qu'on a signé déjà 4 ou 5 gros partenariats. Je vois vendredi le groupe Accord à Lille avec Rodachi, éventuellement un partenariat de plus. Voilà, donc ça, la Coupe du Monde 2023, elle avance bien, c'est une certitude. Un scoop, c'est qu'on va lancer, vous savez, le train, comme on l'avait fait en 2017, le train de la Coupe du Monde. On va en faire 2. On va en faire un l'année prochaine. Donc là, on est en train de négocier avec la SNCF. On va en faire un l'année prochaine pour commencer à présenter un petit peu, à 4 ans de l'événement, d'abord présenter la Coupe pour mettre en place la notoriété et que les Français commencent à s'habituer et à comprendre qu'il y a une Coupe du Monde en 2023. Encore une fois, c'est plus un élément, une stratégie de communication. Donc le premier train serait pour l'année prochaine, donc pendant 2 mois, on s'arrêterait sur une trentaine de villes. Donc tout ça, c'est Claude Atier qui va bien sûr le définir réellement. Et on en ferait une début 2023, c'est-à-dire l'année de la Coupe du Monde, comme on l'avait fait en 2007, où voilà, on va leur dire à 9 mois de l'échéance, le mec, ça arrive, préparez-vous, la Coupe du Monde, et tout le monde va être centré sur la France parce que c'est l'événement que tout le monde attend en 2023. C'est Christian Duhaime qui sera en charge de cette commission. Comment on va faire? On va regarder le prorata que donnait le CNDS aux ligues, au département, au club, comme vous le disiez, et on essaiera de faire la même chose. Voilà, grosso modo, c'est ça, mais personne ne sera oublié, ce qui me semble logique. Moi, je ne vais pas donner oui ou non. Vous êtes plus au courant de ces contraintes-là que moi. Par contre, ça, il faut le faire remonter. C'est évident. Et c'est pour ça que, encore une fois, il y a des gens qui s'occupent des compétitions en place. Il faut leur faire remonter ces informations. C'est une évidence. Ce que tu dis là, moi, je ne le sais pas. Je ne vis pas à Strasbourg, je ne vis pas à Nancy, ni à Metz. Donc, effectivement, j'ai du mal à quantifier ou à regarder tout ça. Ce qui est sûr, c'est que la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faudrait voir notre catégorie sport professionnel. Ça, c'est clair. La catégorie professionnelle. En réalité, elle n'est pas professionnelle, puisqu'elle est gérée par la Fédération professionnelle de rugby. Sauf que ce sont des équipes qui appartiennent au top 14 et à la Pro D2. Donc, cette catégorie sport, ensuite, malheureusement, ce qui s'est passé avec l'accident du petit Nicolas Chauvet, tu comprends qu'une catégorie 18-23 ans, c'est pas possible. C'est impossible. Donc, celle-là, on va la réduire de 18 à 21 ans. Et crois-moi, c'est pas facile. Parce qu'il y a des clubs qui ne se sont pas rendus compte de ce qu'on a vécu. 4 mois, 6 mois, je crois qu'ils ne se sont pas rendus compte. Et eux, pour des raisons pratiques de club, etc., ils vont dire non. Moi, je ne les écoute plus. Moi, ce qui compte, c'est la sécurité du joueur. Donc, la catégorie sport, elle sera 18-21 ans, point. Qu'est-ce qui va se passer? Avec possibilité de faire jouer 3 à 4, je ne sais plus, ou 5 joueurs de 22 et de 23 ans, non professionnels. Non professionnels. Quand un joueur aura joué, aura été sur le feu du match professionnel, il ne pourra plus jouer pour cette catégorie. Donc, en termes de sécurité, c'est une bonne chose. Et qu'est-ce qui va se passer? Les espoirs des clubs professionnels. Ils n'auront plus besoin de garder des mecs qui ont 25, 26, 27, 28 ans, 29 ans, etc., qui étaient là pour faire le nombre. Ils vont repartir dans des clubs de fédéral 1. Et certains de fédéral 1 vont redescendre en fédéral 2. Ça va monter le niveau du monde amateur. Ça, c'est une certitude. Au-delà de la sécurité, ça va monter le niveau des équipes amateurs. Et notamment de la fédéral 1, qui pourront être disparates
clubs, c'est trop. Les clubs qui perdent 70 € le dimanche, quel intérêt d'être fédérateur. Mais voilà, ça c'est autre chose. Après, pour répondre à ta question, la Ligue voulait nous imposer une catégorie espoir, 19-22 ans, j'ai dit non. Et ils voulaient qu'on change de tout. Crabos, 17-19 ans, cadet, la surveillance, j'ai dit non. Nous, on ne changera pas les catégories Fédération française de rugby, donc c'est à nous de s'adapter, et c'est même à nous d'imposer, ce sera 18-21 ans. Je trouve, sincèrement, que ce qu'ils ont fait avec la VTN, avec les personnes en charge de la compétition, les Crabos, les U18, tout ça, le national, c'était une bonne chose. Parce que ça permet effectivement à des jeunes qui sont dans des clubs qui n'évoluent pas nécessairement dans le monde professionnel, d'aller vers un niveau intéressant. Après, ce que tu revendiques, ce que tu livres, me semble logique. Il faut le prendre en compte, et surtout, est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Voilà, et le quantifier, l'évaluer, combien ça va coûter, etc. C'est tout. La réponse est simple. Avec la mise en place des CPC, et on va l'évaluer, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'on va voir combien, grâce à ça, on va chercher de jeunes dans les écoles, pour les amener au rugby. Parce qu'elle est là, votre difficulté, elle n'est pas ailleurs ici. Elle n'est que là. Cette problématique, elle n'existe pas à Toulon, ni à Toulouse, ni à Bordeaux. C'est clair. Donc, moi, ma réponse, c'est il faut que les CPC, que ça travaille bien, qu'on aille encore plus dans les écoles pour, je le répète, initier et recruter. C'est ça notre priorité ici. Et on verra au bout de 2 ans d'évaluation quand les CPC seront mis en place. C'est là que je dis, si ça va, si ça ne va pas, il faudra mettre 2 ou 3 CPC de plus, mais il faut se battre pour ça ici. La priorité, c'est se faire connaître. Ça, c'est évident, se faire connaître, recruter, aller dans les écoles. Voilà, mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre en compte, c'est que ce que vous vivez, ou ce que nous vivions dans le sud-ouest, il y a 1 an et demi, quand il y avait les élections de Ligue, j'étais dans le sud-ouest, à Bidart. Vous voyez où c'est Bidart? Enfin, j'étais à Saint-Jean-de-Luz, pardon. La Réunion se tenait à Saint-Jean-de-Luz. Et j'ai pareil, en plein débat comme ça, le président de Bidart qui me dit ouais, putain, Bernard, tu sais, j'avais 162 licenciés, j'avais plus que 67. Il me dit qu'est-ce que tu me rends? Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas ma faute, ça. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, il me dit ouais, mais tu comprends pas. Il me dit à côté de moi, à 200 mètres, il y a le club de surf qui s'est installé. Et il y a des queues terribles. Ah, mais d'accord, oui, les sports qui émergent, on est d'accord. Ce qui était vrai il y a 30 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Et je lui dis qu'est-ce que tu fais en termes de développement? Mais rien, il me dit. Et t'es surpris? Et t'es surpris. Faut pas être surpris. Je dis donc, écoute, tu avais qu'à envoyer des mecs, des éducateurs dans les écoles comme certains le font, pour recruter, pour initier et pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de licenciés. C'est ça aussi la politique fédérale qu'on met en place. Et quand moi je dis que c'est le plus gros chantier qu'on ait à mener, c'est le plus gros chantier qu'on ait à mener. C'est une certitude. Il ne faut pas croire que le rugby, à Gaillac, à l'époque, on ouvrait les portails en septembre, tout le monde venait au rugby. C'est fini ça. Déjà, ils vont à la natation. Pourquoi? Parce que la piscine, elle est fermée, du jour sur 12. Les gens, ils vont à l'escrime. Pourquoi? Et parce qu'il y a des éducateurs du club d'escrime qui viennent, avec des trucs, vous en faites pas mal, hein, c'est en plastique, et ils jouent à l'escrime. Et c'est marrant, ils ont monté un club d'escrime à Gaillac, ils ont 150 licenciés. Ça n'existait pas, dans l'escrime à l'époque. Ça n'existait pas. Voilà. Donc, les autres se sont, je ne dirais pas réveillés, mais ils se sont dit qu'il faut s'organiser. Et nous, on s'est endormis pendant 20 ans. Il faut dire les choses comme elles sont. Et si on perd des licenciés depuis 10 ans, on perd des licenciés. Depuis 10 ans, on perd des licenciés. Et moi, je suis prêt à vous signer que la réforme qu'on met en place, elle va coûter cher à la fédération. Je répète, c'est 10 millions d'euros par an d'investissement. C'est pareil. Et puis tous les ans, ça va être. Mais je suis convaincu que dans 10 ans, on aura ces 5 000 licenciés. On aura ces 5 000 licenciés. Parce qu'on aura fait le travail de fond. On aura fait le travail de fond. Ce travail qu'on a fait depuis 20 ans, on ne fait rien. On ne fait rien depuis 20 ans. Donc on perd des licenciés partout. Partout on perd des licenciés. Chez moi à Gaillac, partout on perd des licenciés. Voilà. Et on gagne des licenciés féminines, heureusement, ce qui fait que ça compense, entre guillemets, parce que le rugby féminin est en plein développement, parce qu'on a mis des moyens au niveau de l'équipe de France pour qu'elle soit vue sur le match France 2. T'as vu, on a une bonne équipe qui gagne, plus qu'elle est belle à voir, etc. Mais c'est un travail de profondeur qu'il faut qu'on arrive à faire. Et je comprends très bien votre problématique, mais je le répète, on est même dans la main, je comprends votre problématique. Et c'est pour ça qu'on a mis cette réforme en place. Et je ne les ai pas mis en place pour aller à Toulouse ou à Toulon, je vous l'aurais dit. Je les ai mis parce que je sais très bien que dans ces 4 régions, c'est là qu'il faut qu'on travaille. C'est là qu'il faut qu'on travaille. Une évidence. J'étais dans le Nord il y a 4-5 mois. Vous avez avec Jacques Bertrand, j'ai inauguré un truc, 6 millions, vous êtes combien d'habitants, oui. Ils sont 6 millions d'habitants. 6 000 licenciés. Mais c'est une catastrophe pour le rugby.
6 millions et demi, 6 000 licenciés. Vous êtes 5 millions 5, vous êtes 8 000 et quelques licenciés. Donc c'est pire que vous, entre guillemets. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de travail de fond. Donc il faut, non mais c'est ça, ce travail de fond, il faut le faire dans ces territoires. Mais c'est là qu'on va gagner des licenciés. C'est pas dans le sud-ouest qu'on va gagner des licenciés. On est taqué dans le sud-ouest. Oui, peut-être un peu, 2-3%, mais c'est ici qu'on doit exposer les compteurs, dans ces régions-là. Il ne faut pas voir que le CDC, certes, il va faire beaucoup de choses, mais il ne fera pas tout non plus. Il le fera en faisant un vrai travail avec les clubs de son bassin. Et c'est parce que le CDC travaillera avec le bassin, donc avec ses clubs et avec les écoles qui sont présentes sur les clubs, et ça sera le club et l'école qui travaillera en concertation, et le CDC ne fera que le pont entre les deux. D'accord ? Donc ça veut dire aussi que vous n'êtes, en tant que club, vous n'êtes pas exclu de ce travail-là. Au contraire, vous êtes le centre de ce travail-là. Le CDC, c'est qu'un facilitateur de ce déclenchement-là. Mais le but, c'est pas que le CDC fasse ça dans son coin. C'est pas la Ligue qui le fait pour la Ligue. Il le fait pour vous. D'accord ? Et c'est un service rendu, entre guillemets, au club. Oui, ce que tu dis, on me l'a déjà dit, donc c'est pas la même vérité partout. Sachez qu'on signe, alors je ne sais plus la date exacte, c'est au mois d'avril, avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, une convention. Peut-être aussi une convention à Marcoussis. Il dit à Marcoussis pour signer la convention par les ministres. D'accord ? Une convention qui va nous lier à l'Éducation nationale et qui va nous permettre justement, via École Oval, etc., de faire des événements dans les écoles en vue de la Coupe du Monde 2023. Donc c'est vrai que fort d'une convention avec le ministère de l'Éducation nationale, on sera plus fort. Mais tu as raison de dire qu'un proviseur, un directeur d'école, il est chez lui le patron. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Ça, c'est clair. Mais, encore une fois, on aura plus de chances d'y rentrer quand on aura la convention de l'Éducation nationale. Il y a une chose importante aussi, c'est d'expliquer que ce soit aux parents, que ce soit aux enseignants, parce que tous les enseignants ne sont pas forcément au fait de l'activité rugby, et de leur expliquer aussi ce que c'est et que ce qu'ils voient à la télé ou ce qu'ils ont comme représentation à la télé n'est pas forcément ce qui va se passer pendant l'activité à l'école. Donc il y a aussi tout ce travail-là qui doit être fait en amont, notamment aller rencontrer les conseils d'école, etc., pour rassurer aussi l'enseignant et les parents sur l'activité rugby qu'il va y avoir au sein de l'école. Donc il y a tout ce travail-là en amont à faire avant de rentrer tout de suite dans l'activité. Il faut déjà préparer le terrain de l'activité pour pouvoir ensuite amener la pratique dans l'école. Donc c'est tout ce travail-là que c'est donné. Je parlais, j'étais à Meaux il y a 10 jours chez le beau-frère de Bran, et Jean-Marc Bernini. Il me disait qu'il organise tous les jeudis, tous les vendredis, de l'initiation rugby avec des écoles dans son stade. Tous les jeudis ou tous les vendredis. Il fait venir pratiquement 200 gamins. Et ces éducateurs font de l'initiation au rugby. Donc ça veut dire que ça, vous dites qu'on ne peut pas. On peut. La preuve, c'est qu'il le fait. D'accord ? Et il vient dans son stade jouer. Mais il me disait que sur les 200 gamins, il y en avait 20 qui s'étaient inscrits au club. C'est beaucoup, la question. Effectivement, les gens travaillent, les éducateurs. Donc si on les forme et qu'ils ne peuvent pas aller dans les écoles, ça ne sert à rien. Et combien de gens m'ont dit, mais moi je peux y aller 1 heure, moi je peux y aller 2 heures. Et c'est en fonction du métier de chacun. Et il y en a qui m'ont dit, mais moi je ne peux pas y aller. Et bien sûr. Et sur les 11 000 éducateurs, on est convaincu qu'il n'y a pas 11 000 éducateurs formés, diplômés, qui vont aller dans les écoles. Mais combien il y en a qui vont y aller? Et même s'il n'y en a que 10% qui y vont, c'est énorme. C'est énorme, 10%. Et même s'il va qu'1 heure, c'est énorme. C'est ça qui est le plus important. Pour nous, c'est énorme. Après, le CTC, il aura pour rôle aussi d'aller dans les écoles primaires, voire collèges, et de parler avec ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça s'appelle toujours pareil, les gens qui attendent le sport. Oui, mais dans les écoles primaires, ça s'appelle. Oui. Leur dire, mais les former pour faire des cycles rugby. Les former pour faire des cycles rugby. Je ne sais pas qui c'est qui me disait tout à l'heure qu'ils avaient été dans une école et que le mec, c'était justement le professeur d'éducation physique, je l'appelle comme ça, moi, qui avait demandé à ce que les gens viennent et ceux qui s'occupent du rugby et le forment à lui. C'est ça aussi qui est important. Former pour que les gens puissent faire des cycles rugby. C'est tout ça que le rôle du CTC, c'est développer le rugby. Donc je veux bien que vous soyez négatif, mais moi je suis très positif, je vous le garantis. Moi, les CTC, il faut qu'ils arrivent et vite. Il faut qu'ils arrivent et vite surtout. Parce que c'est eux qui vont créer la mairie. C'est eux qui vont créer la mairie.
Une grande nouvelle, c'est de bien vous dire que dans le premier degré, donc je parle du coup primaire, maintenant les inspecteurs académiques ont été associés. Donc il va pouvoir y avoir aussi des formations au sein justement des académies proposées. Alors bien évidemment, ça ne rentre pas dans le plan de formation nationale de l'éducation nationale, puisqu'on a des heures d'éducation, etc. Mais ça sera des formations optionnelles que les enseignants pourront choisir. Ce qui serait intéressant, c'est de prendre contact en convention avec les mairies, qui vous mettent à disposition une salle, une sorte de musée, c'est ça que vous préconisez, et effectivement, on pourrait lancer ce projet. On a une commission de pilotage à Coupe du Monde 2003 qui doit se créer, on pourrait créer ce genre d'événement, oui. Mais c'est sur 59 clubs. Hein. Alors si c'est 200 €, 59 fois 200, ça pourrait passer. Le J 2023, il va vous accompagner là-dessus. Le J 2023, celui qui organise la Coupe du Monde, c'est le J. C'est pas la fédération qui organise. C'est un groupement d'intérêt public où la fédération a 60%. Mais c'est le J 2023, mais c'est sur l'intérêt. C'est sur l'intérêt. Mais vous n'avez pas oublié qu'il y a eu le Coupe du Monde en 2019, dans 6 mois. On n'a pas le droit de communiquer avant 2019. Avant que la Coupe du Monde au Japon soit passée, ce qui est normal. Au 1er janvier 2020. C'est un peu gênant de parler de la Coupe du Monde 2023 puisqu'il y a des élections au milieu, mais je vous invite à déposer les projets, à y calculer, mais mettez-y dedans les départements. Développement, c'est la deuxième lettre de CD. Désolé, le développement impose aux comités départementaux. Le poste départemental doit être fini pour septembre, c'est la date. Événementiel départemental à caractère développement. Mais moi je suis attentif à ce que vous annoncez. C'est un beau projet, vous avez raison. La première des missions, ce sera de former les éducateurs dans les clubs. D'accord. On va avoir lieu. Première campagne fin avril, deuxième campagne fin mai. Donc date d'embauche attendue dans les ligues plutôt fin de saison. Voilà. Donc mise en place pour au début de saison prochaine, ils seront présents. Voilà. Vous faites partie des ligues qui ont été dans les premières vagues de recrutement des CTC. Ensuite, donc non, ils ne vont pas intervenir directement, c'est pas le but premier. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils fassent le pont avec les clubs, donc c'est plutôt former les éducateurs dans les clubs pour qu'ils puissent aller avec, mais évidemment, ils vont être des facilitateurs pour eux et on va y aller. Un petit point particulier, ils sont salariés de la Ligue, ils ne sont pas salariés de la FFR, d'accord? Donc c'est aussi un travail. Je termine avant qu'ils finissent de faire sa grimace. Ils sont salariés de la Ligue, bien sûr qu'ils sont sous l'autorité fonctionnelle de la direction sportive et notamment du CTL qui est là-haut. Donc il y a une double fonction. Ouais, voilà. Il y a une double fonction pour ces CTC en termes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la Ligue et d'un côté quand même la fédération. Mais ça fait partie aussi du management de ces CTC qui est fait par le CTL Je dis simplement, qui a gagné la Coupe d'Europe depuis 10 ans? Toulon, qui était l'entraîneur. D'accord? Il y avait 5 Français dans l'équipe. 5. Alors, moi, aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que chaque année, ce ne soit pas un club français qui gagne la Coupe d'Europe. Je vous explique pourquoi. Les clubs français ont le droit d'aller chercher des étrangers. Je l'ai fait avec Toulon. Donc tu prends les meilleurs, Wilkinson, Botan, Navito, etc., comme fait le Racing, comme fait Toulouse, ils vont chercher les meilleurs. Les clubs irlandais, ils ont droit, je crois, à 3 ou 4 étrangers dans leur équipe. C'est tout. Les Écossais, c'est 2. Les Gallois, je crois que c'est 3. D'accord? Ça devrait être. Les Anglais, c'est limité 70% de joueurs anglais dans leurs équipes. Il n'y a que les Français qui peuvent aller chercher les meilleurs du monde. On devrait gagner les Coupes d'Europe chaque année. On ne gagne pas. On ne gagne pas depuis 10 ans. C'est pas vrai. Donc voilà, c'est pour ça que moi je dis, je constate tout simplement. Et je me dis, il faut aller chercher les meilleurs. Moi j'ai discuté avec les 5 meilleurs, il y en a 2 qui m'ont dit non, 3 qui sont en attente et qui sont intéressés, mais il n'y a rien de signé, parce qu'en plus, vous comprenez bien que c'est bon, ils sont contactés par d'autres aussi. Ils n'attendent pas que la France. Il n'y a qu'un truc qui les mobilise, c'est que la Coupe du Monde elle est en France. Et ça, c'est vrai que les mecs qui te disent, être l'entraîneur de l'équipe haute, ça donne encore plus c'est un challenge encore plus fort. Donc voilà, mais pour répondre à ta question,
une évidence que l'équipe de France, c'est la vitrine du rugby français. Il faut qu'elle regagne l'équipe de France. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais moi, je ne suis pas très inquiet pour 2023. Parce que quand je vois effectivement tous ces jeunes qui commencent à arriver, qui jouent dans nos clubs, qui s'imposent dans nos clubs, etc., moi je pense qu'on aura une équipe compétitive. Alors 2019, si tout le monde est là, je ne sais pas si on va une Coupe du Monde, ça va vite. Hein. Rappelle-toi, en 2011, on perdait en Italie, puis à la fin, on fait finale de Coupe du Monde. Ça va très vite, une Coupe du Monde. Mais on se doit d'avoir une équipe de France qui soit dans les 4 meilleurs du monde. C'est pas possible qu'on soit dans la situation dans laquelle on est depuis un certain nombre d'années. Voilà, c'est pas possible. Quant aux invitations pour l'équipe de France, je te dis non parce que ce sera plein à partir de janvier 2020. Voilà. Et si c'est pas plein, tu reviens me voir. C'est une des difficultés effectivement de votre région, comme celle que j'évoquais tout à l'heure. J'ai demandé à Alexandre Martinez, qui est le trésorier, effectivement, de regarder sur ces 4 régions qu'est-ce qu'on pouvait faire pour défrayer encore plus les indemnités kilométriques. Aujourd'hui, quand on est arrivé, on remboursait au 170e kilomètre. Aujourd'hui, on rembourse à partir du 120e. Mais il y a des régions, il ne faut jamais 120 km, au très rare. Donc c'est vrai. Et vous, par exemple, ces 4 régions, j'ai dit Alexandre, pourquoi on ne descend pas le cursus à 70 km? C'est à partir de 70 km, c'est la fédération qui prend tout en charge. Si tu viens de relancer une opération minibus, mais pourquoi pas? Pourquoi pas dans ces 4 régions, on dit, on va prendre un leasing, 100 minibus, je dis n'importe quoi. On va voir combien ça coûte, et on est là pour ça. Donc il n'y a pas de souci, c'est pas te dire non de suite. Au contraire, je répète, j'ai demandé à Alexandre, voir ce qu'on pouvait faire pour rembourser encore plus les indemnités kilométriques dans ces régions-là. Donc faisons une analyse, faisons un devis, pour voir que ça coûte des minibus, un leasing, etc. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas le faire pour toute la France. Mais c'est une des composantes, effectivement, pour vous aider à vous développer, qu'il faut que nous prenions en compte, nous, la fédération. Il faut qu'on vous aide encore plus sur le remboursement kilométrique, c'est une évidence. Vous ne faites pas exprès que les villes soient comme les Arnaud, et après il ne va pas rapprocher les villes. On ne va pas faire. Voilà. Donc la réponse, c'est oui. Mais c'est comme tout. D'abord, ce n'est pas la faute des joueurs, c'est des étrangers. C'est la Ligue nationale qui a son règlement avec des présidents qui disent on veut ça, on veut ça, on veut ça. Et les joueurs étrangers ils viennent parce qu'ils peuvent venir, c'est quoi ils ne viennent pas. Voilà, donc il faut le limiter, c'est une certitude. Mais il y a une chose qu'il faudra limiter aussi, et c'est pour cette raison que nous voulons garder la main sur le championnat féminin, même s'il se professionnalise, parce qu'il va se professionnaliser, et qu'ils vont créer certainement une compétition européenne avec les meilleurs, parce que les meilleurs, ils te disent on s'ennuie, on a 3 matchs dans l'année de costaud, et après il faut aller jouer à l'équipe de France, donc elles ont aussi des contraintes. Et les meilleurs en France, nous on voudrait 4 équipes en France jouer contre les 4 meilleures anglaises, contre les 2 en Irlande, contre cela. Donc c'est en train de se mettre en place. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne perdra pas la main sur le rugby professionnel, s'il se fait professionnel, féminin. Parce que quand même, ce qui est arrivé à la Ligue nationale de rugby, c'est qu'on maîtrise plus rien. Voilà. Et on est entre guillemets, pas victime, parce que là encore une fois, il faut dire les choses comme elles sont. La Ligue, elle a fait des efforts et elle a réduit le nombre de joueurs non sélectionnables pour l'équipe de France, de joueurs étrangers. Mais si on maîtrise nous, le rugby féminin, il n'y en aura pas. Il y en aura une ou deux, on peut aller à 2, parce que ça apporte aussi. Il y a des joueurs comme Gilles Wilkinson à Toulon, ils ont apporté aux joueurs français, je peux vous le garantir. Mais ce n'est pas ceux-là qui sont gênants. Les très très bons, ils ne sont jamais gênants. Mais c'est après. Donc voilà, donc pour répondre à votre question, nous garderons la main sur le rugby féminin, même s'il se professionnalise. Ça c'est clair. Dans le sens des joueurs, c'est ça que ma question était là, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour... Ce que la DTN a prévu, je te le répète, c'est le bien joué avec l'évaluation des joueurs, ça c'est une certitude. Après, ils partent à 18 ans, ça c'est une certitude, ils ne partent pas à 14 ans, ils partent à 18 ans, ça c'est une certitude. C'est pour ça qu'on a créé les compétitions jusqu'à 19 ans, au moins il reste un an de plus. C'est pour ça que dans la catégorie espoir, on va réduire 18, 19, 19, 20, 21, comme ça ils vont rester, parce qu'aller jouer, certains allaient jouer contre des 22 ans, 23 ans, ils ne pouvaient pas. Ils ne se sentaient pas physiquement, donc ils arrêtaient. Donc je crois que d'abord, créons les bonnes compétitions avant de créer des applications pour garder nos joueurs. Ça c'est la première des choses. La problématique, c'est comme
va s'occuper des stades de 60 clubs. C'est pas possible, la fédération n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens. Nous, on peut amener ce qu'on amène, baisser les indemnités kilométriques, etc. Mais investir dans les infrastructures, moi je voudrais bien, ça veut dire qu'on serait très très riche, mais on n'a pas les moyens d'investir dans les infrastructures. L'idée, effectivement. Ouais, là, il faut couper, je comprends. Là où nous, on peut aider, et c'est ce que, par exemple, on fait au Stade Nantais, où le président est venu, le président d'Ali est venu me voir, Dominique Coquelet, parce qu'il a un projet de stade, etc., où nous, on apporte, je dirais, de la force à la fédération. Oui, on est pour, il a mis les élus autour de la table, et nous, on n'amène pas d'argent dans un projet à 2-3 millions d'euros. Non. Peut-être que je vous montre. Le problème, c'est que vous savez très bien que dans l'habilitation des clubs de rugby, PFU, c'est primordial. Vous le verrez demain dans le club d'Ilkirch, je peux citer celui-là. Le jour où la commune d'Ilkirch, la ville d'Ilkirch a investi 5 millions d'euros, ils sont passés de l'ancien club de 190-220 licenciés à 670. C'est clair que la structure, il n'y a pas le fait de se laisser la structure lorsque vous pouvez recevoir les familles des Samag. Alors je ne sais pas, je sais qu'à l'époque il existait un prêt de la part de la fédération quand on voulait faire un équipement à 1%, c'était modeste. C'est toujours délicat, mais il faudra un jour y penser parce que l'un va rejoindre l'autre. Si vous avez une augmentation du nombre de licenciés et que vous n'avez pas les structures, à la longue, faire de la qualité et conserver le licencié dans une structure qui n'est pas adaptée, ça ne marchera pas. Donc, je vous rappelle, 100 clubs, 100 villes, c'était un dispositif du football il y a 20 ans, sauf qu'en Alsace, ils avaient fait en 6 mois 37 terrains synthétiques, mais la fédération avait versé 3 millions d'euros en aide. La fédération de football, c'est 2 fois le budget de la fédération. Ah oui, mais moi, tant que ça rentre dans le budget, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, je sais que tout le monde va me le demander, il y a 1900 clubs, 1600 clubs pour moi, parce qu'il y a des clubs de loisirs. 1600 clubs, c'est beaucoup. Donc, alors, je vais revenir à une question. Ah, même deux par an, oui, il n'y a pas de problème. Mais à une question, c'est l'héritage. L'héritage de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle va nous laisser entre 50 et 80 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on fait des terrains synthétiques comme on l'avait fait en 2017? La problématique, c'est que certains sont favorisés et d'autres ne le sont pas. Moi, je serais pour. Il y a 1400 équipes de rugby. Il y a 80 millions, ok. La moitié, on divise par les 410 et on donne des écoles de rugby. Et quelque part, il en faut ce qu'ils veulent. C'est chez eux, s'il faut investir dans le clubhouse. Ils investissent dans le clubhouse. S'il faut investir dans le... Voilà. Moi, je sais. Moi, c'est mon opinion. Encore une fois, c'est pas moi qui déciderai. Mais dire on va faire un plan Marshall à terrain synthétique, d'abord, il faut donner 200 à 300 000 euros. Et puis, on ne va pas donner à tous. Je parle pas de... Je pense que vous devriez faire des échelonnements sur, par exemple, 4-5 clubs une année, 4-5 clubs. L'équipement va être, dans les années à venir, un gros souci de développement. Pour répondre à ta question, Armando, il y a aussi un travail qui doit être fait au sein des ligues, accompagné avec la FFR, évidemment, au sein des ligues, sur une réflexion d'un schéma d'orientation des équipements, d'accord ? Parce que, évidemment, là, l'objectif, c'est de structurer l'ensemble du territoire pour justement accueillir le surplus attendu de la Coupe du Monde. Et les équipements vont peut-être une limite dans ça. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un partenaire qu'il ne faut pas non plus négliger dans ce travail-là. On nous a quitté, mais il est là, c'est la région, c'est les collectivités. Et c'est un gros travail qu'il faut qu'on mène. Et je dis qu'on mène, c'est pas que tu mènes ou que la fédération mène, c'est qu'on mène, la fédération et les ligues, sur un travail concerté de schéma directeur d'équipement pour expliquer quoi construire, où construire, avec quelle logique pour chaque territoire. Mais chaque territoire, c'est chaque club pour quel type d'équipement dans chaque club. Est-ce que c'est un deuxième vestiaire pour une pratique féminine parce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est un éclairage parce qu'on est limitant, parce qu'il n'y a pas d'éclairage? Est-ce que c'est un synthétique parce qu'on arrive à un taux d'utilisation, un taux d'équipement qui est saturé? Est-ce que c'est toute cette logique-là qu'il faut réfléchir en global par territoire? Et ça, c'est un des piliers aussi que nous, on a au sein du pôle territoire, d'accompagner les ligues dans ce travail-là. Donc là, on doit préparer, on a déjà les collectivités, on va les rencontrer et on va prendre contact ensemble aussi avec la région Grand Est pour travailler là-dessus. Mais on a déjà des régions, on en a déjà 2, qui nous ont demandé donnez-nous un plan d'organisation, de structuration des équipements pour qu'on puisse nous aussi planifier à 4 ans nos investissements dans les équipements rugby. On a déjà 2 régions qui nous sont en attente de ça. Donc, il
Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas aussi ici et dans d'autres territoires. Alors, c'est peut-être pas toujours la priorité de tous, mais au moins, on est armé pour répondre au maximum à la demande que va être l'augmentation d'équipements. Vous parlez de la région. Il faut que vous sachiez, c'est que la région PACA, ça a été la première à le faire. Renaud Muselier, mon ami, est venu me voir le matin de France-Italie à 8h. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de ça, Bernard? La Coupe du Monde 2023 en France, c'est énorme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il a fait une déclinaison. Il donne 4 millions d'euros jusqu'en 2023 à la Ligue de rugby PACA. Alors, avec des choses fléchées. Centre de formation, c'est tant, pour les clubs, c'est tant, pour les académies, c'est tant, pour le développement du rugby féminin, c'est tant, pour les événementiels sur recevoir les équipes de France, c'est tant, etc., etc. Il donne 4 millions d'euros jusqu'à 2023. Moi, j'ai pris cette convention, d'accord, et j'ai dit à tout le monde, mais il faut aller voir toutes les régions. Donc, j'ai rendez-vous avec Laurent Wauquiez, j'ai rendez-vous avec Xavier Bertrand. Valérie Pécresse, c'est fait. Elle va débloquer l'équivalent de 4 millions d'euros, pas de cette façon-là, puisqu'ils vont donner 2 millions d'euros sur un projet à Montbran, qui sera une académie, etc., féminine et masculine. Mais moi, je le dis à Armando, prenez rendez-vous avec les présidents de région. Quand on arrive avec ça, sincèrement, ils sont coincés, quoi. Ils sont coincés, les présidents de région. Ils disent, attends, si les autres le font, pourquoi on ne le ferait pas? Et puis, je répète, c'est vieille chalet, quoi. Le développement, c'est vraiment c'est très très bien fait. Voilà, et donc j'ai appelé Henri Mondino. Une heure après, il faisait des bons comme ça, quoi. J'étais regarde, je viens de te dire 4 millions d'euros. Mais encore une fois, après quand tu le présentes aux autres, c'est la rigolade. Les mecs qui te disent, ouais, putain, c'est bien fait, etc. Moi, je ne connais pas le président de la région ici, je ne connais pas. Mais apparemment, il dit, je le vois demain. Il est demain? Qui? Le président de la région? Il est demain. Bon, mais je vais lui en parler et lui dire, mais voilà, qu'il faut qu'il nous aide. Alors ici, il n'y a pas de centre de formation, il n'y a pas d'académie, puisqu'il n'y a pas de club pro. Mais ils peuvent flécher différemment. Mais encore une fois, c'est vrai qu'avec le Coupe du Monde 2023, il faut qu'il nous aide. Avant qu'on termine, il y a un projet qui ne vous intéresse pas, mais qui quelque part indirectement vous intéresse, c'est la nouvelle configuration internationale. Vous avez le nouveau projet qu'ils veulent mettre en place. La Fédération internationale veut faire une compétition, parce qu'il y a une boîte qui s'appelle Infront, qui est une agence, qui a proposé une compétition à 12, c'est-à-dire les 6 nations, 6 dans le sud, donc avec le Japon, les Fidji, puis les 4 majeurs. D'accord? Les mois de juin, quand l'équipe de France irait en Nouvelle-Zélande, elle ne jouerait plus 3 matchs, elle jouerait un match en Nouvelle-Zélande, un match en Australie et un match par exemple en Argentine, je dis n'importe quoi, et on recevrait les 3 autres au mois de novembre. Et que tout le monde se rencontrerait. Tout le monde se rencontrerait. Il y aurait 2 premiers qui joueraient la finale, et il y aurait une relégation dans le sud et une relégation dans le nord. Relégation, ça veut dire, par exemple, si l'équipe d'Italie finit dernière, ben, elle jouerait un barrage contre le premier d'en bas. Parce qu'en bas, c'est la même chose, il y a 2 fois 6. 6 dans le nord et 6 dans le sud. Donc, grosso modo, elle jouerait un barrage contre la Géorgie ou contre la Roumanie, qui sont aujourd'hui les plus forts. L'Italie ne veut pas, l'Écosse ne veut pas, et l'Irlande ne veut pas de relégation. Et ça nous coince, ça. Et vous savez pourquoi? C'est que dans le projet qu'a proposé Infront, c'était 10 millions d'euros de plus pour la France par an, de plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a nos droits télé, on a qui, etc. Eux, ils font un chèque de 10 millions d'euros de plus par an à la France et à l'Angleterre. C'est les 2 pays qui toucheraient le plus. Parce que le plus de licenciés, ça me semble logique. Aujourd'hui, on est coincé, on a une fédération, on a une grosse réunion le 17 avril à Dublin, parce que, je répète, l'Italie ne veut pas. Donc, mais pour nous, c'est 10 millions d'euros de moins, c'est 10 millions d'euros pour vous. Hein. On parle de plein marché terrain synthétique. Si on me dit, et c'est sur 12 ans. C'est-à-dire que sur 12 ans, on est sûr qu'on a 120 millions. Donc on peut en faire des choses avec ça. Et aujourd'hui, permettez-moi de dire, c'est comme l'Italie et tout ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils disent, nous, si on descend, si on est rétrogradé, c'est la fin du rugby chez nous, etc. Et même les Irlandais, qui sont la 2e nation du monde aujourd'hui, au ranking, ils te disent non, on ne veut pas. Parce qu'aujourd'hui, on est déplacé, mais demain, on ne sait pas. Si on est déplacé, qu'on descend, mais attendez, si vous êtes inconscient, on ne descendrait jamais.
Vous ne descendrez jamais, c'est pas possible. Et qui plus est, on va vous donner des moyens. Pour l'Irlande, par exemple, comme la Nouvelle-Zélande, etc., c'est 7,5 millions d'euros de plus par an. 90 millions d'euros sur 12 ans. Ils ne veulent pas à cause de la régulation. Donc, il faut qu'on arrive à les persuader. Parce que c'est quand même une manne financière pour nous considérable. Il faut qu'on arrive à les persuader pour qu'on jouisse de cette manne financière. Voilà notre rôle. Et je peux vous dire que le matin de France-Italie, il y a 15 jours, j'ai passé de 8h30 à 11h30 avec Alfredo, le président italien. Alors, on me demande du sang qui est mort, qui veut venir, puis au bout d'un moment, il a peur, il dit non, c'est pas sympa, mon comité directeur dira non, etc., etc. Donc on va voir, donc on se bat. La question c'est de dire, est-ce qu'une fronte est prêt à accepter qu'il n'y ait pas de relégation dans le Nord pendant 8 ans par exemple? Ben, apparemment, parce que le Sud, ils veulent la relégation, c'est clair. Le Sud, ils n'ont pas peur, ils disent c'est normal. Le dernier, il descend. Voilà. On montera l'année d'après s'il est bon. Donc eux, ils n'ont pas ça. Nous, on a ce blocage avec eux. Si une fronte accepte effectivement que pendant 8 ans il n'y ait pas de relégation, peut-être que les autres vont lâcher. Je dis bien peut-être, je ne parle pas à leur place. Mais pour vous dire que voilà, indirectement, c'est 10 millions d'euros de plus pour la fédération, donc 10 millions d'euros de plus pour nous. On s'amène avec les problèmes de ci, les problèmes de ça, les problèmes de là. Si on avait cette demande financière, je crois qu'on pourrait faire de bons projets, puis surtout, c'est sur 12 ans. C'est pas un one shot où tu te dis si je ne remplis pas le stade. Non, là, c'est stade vide ou pas stade vide, c'est le chèque tous les ans. Donc voilà. Mais on va se battre encore une fois. Je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Parce que c'est, moi je ne parle pas pour la France, c'est dans l'intérêt de notre fédération. Pardon? Ah oui, mais jouer sans eux, le plan de destination, on ne peut pas le faire sans eux. C'est compliqué. Et c'est compliqué, ils sont forts. J'ai 42 villes qui postulent pour des camps de base. J'en ai 40 qui ne me demandent pas un centime. Donc on ne va pas venir et vous dire on va vous aider à construire vos stades à Vitel, parce que c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, autrement les autres ils vont venir pourquoi vous ne les aidez pas, etc. Donc je répète, où vous rentrez dans les exigences du cahier des charges, et j'espère que Vitel le fait, et j'ai aucune crainte là-dessus. Si vous avez reçu des équipes au football, ils ont aussi des cahiers des charges très exigeants. Ma question c'est, le premier aéroport il est où? Le premier aéroport, il est soit il y a un petit aéroport avec un coup, il y a 30 minutes, 20 minutes de chez Vitel, ou alors il y a Nancy. C'est à combien Nancy? D'ici, c'est 3 quarts d'heure. Oui, donc c'est rien. D'accord. Ok, maintenant pourquoi? Parce que je dis ça pour que je sais que dans le cahier des charges, une des questions c'est ça. Il faut être à moins de 3 heures du stade dans lequel il va jouer. D'accord, vous connaissez. Non, mais nous, dans le cahier des charges, il est complet, on rentre en plein dedans, il n'y a pas de souci. D'abord, quand le dossier a été fait pour la Coupe du Monde, c'est-à-dire entre le 1er janvier 2017 et le 1er juin 2017, puisqu'il fallait rendre le dossier complet le 1er juin à Dublin, la France s'est appuyée sur les villes qui ont reçu l'Euro 2016. Pourquoi? Parce que les stades avaient été rénovés ou construits, pour certains, en vue de l'Euro 2016. Et que les exigences aussi du cahier des charges en termes de sécurité et autres ont fait que dans l'Est, il n'y avait aucun stade qui répondait, ni au football, ni au rugby. C'est aussi simple que ça. Les stades sont, entre guillemets, trop vieux, ce qu'on disait, les trucs. Ce n'était pas en termes de capacité, parce qu'effectivement, à Nice, par exemple, à l'Allianz Arena, qui est tout neuf, il fait 35 000, il ne fait pas 50 000 le stade. Et il a été retenu. Voilà, donc ce n'était pas trop en termes de capacité, c'était plus en termes de sécurité et autres. Et c'est vrai que les stades neufs qui avaient été faits pour l'Euro 2016, nous, on en a bénéficié dans notre dossier. Voilà, c'est pour cette raison. Ce n'est pas en termes de capacité, puisque je crois que vous avez la Méno, il fait combien? 27 000. Et le plus grand stade ici, c'est quoi? Nancy, il fait combien? 20 000. Et à Nancy 28. Voilà. Mais bon, je pense que ça aurait pu passer en termes de capacité, parce que je vous le répète, il fait 35 000. Le plus petit, hein. Le plus petit, c'est l'Arena à Nice, il fait 35 000. Les autres sont. Voilà, il y a Toulouse aussi, je crois, 35 000. Participation massive, j'espère que les échanges ont été fructueux. Notre président a su répondre, je crois, à toutes les questions. Le peu que nous avons répondu, nous aussi, on a répondu. Voilà, je suis
On a décidé de faire donc ce petit circuit, on a privilégié la Lorraine pour la venue de notre président de la FFR au club de Villancy cet après-midi. Il était sur le pré avec les jeunes, on a regardé le terrain synthétique, on a choisi ce club parce que bon, c'est un club qui monte, qui travaille, il a eu un terrain synthétique il y a un mois, c'était une bonne augure. Demain matin, pour savoir, puisque après le cocktail, nous partirons sur Strasbourg, le président sera reçu par le vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg, le directeur du sport de l'Eurométropole, il y aura un représentant de la région, il y aura le président du CROSA, il y aura l'agent de sport de la ville de Strasbourg, voilà, parti, si je veux dire, en débat politique autour d'une table, et donc on finira par une choucroute alsacienne, évidemment, à midi,